Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Hebdo Politique 110e numéro. Je reçois ce soir Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite et du centre. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 22 janvier 1963, vous avez donc 53 ans, vous obtenez votre premier mandat en 1995, vous devenez conseiller municipal de la ville de Rambouillet, vous occupez ensuite les fonctions d'adjoint au maire, puis de maire entre 2004 et 2007. Vous êtes aujourd'hui redevenu adjoint au maire de Rambouillet, président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, député de la 10e circonscription et président du Parti chrétien-démocrate depuis 2013. Oui. Ensemble, nous reviendrons sur votre parcours, l'actualité sociale mouvementée avec la loi travail et nous évoquerons aussi et surtout la primaire de la droite et du centre. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, une série de questions-réponses assez rapides pour avoir votre point de vue sur l'actualité. Une populiste élue maire de Rome, Virginia Raggi, issue du mouvement 5 étoiles, a remporté la victoire au municipal dimanche passé. Les partis traditionnels sont-ils amenés à disparaître ? À disparaître probablement pas, mais nous vivons dans tous les pays occidentaux en ce moment une volatilité extrême de l'électorat qui se reconnaît assez peu dans les formations politiques traditionnelles. Et ce déficit de reconnaissance se traduit par des surprises électorales à tire-larigot tout le temps. C'était le cas au Canada, ça va être le cas aux États-Unis, c'était le cas en Pologne, c'était le cas en Hongrie. Et évidemment, ça va être le cas en France. 86% des Français ont une bonne image de la police selon un sondage BVA. Quelle image vous avez-vous de la police ? Un corps de fonctionnaires très dévoué à la défense et à la sécurité des Français, qui travaillent dans des conditions impossibles, avec peu de matériel, pas assez d'effectifs, et une reconnaissance des pouvoirs publics qui, en ce moment en tout cas, n'est absolument pas à la hauteur de cette mission. Les vacances d'été approchent. Quel est le programme de Jean-Frédéric Poisson, excusez-moi, pour cet été ? Est-ce que déjà vous partez en vacances et puis vous êtes plutôt montagne, mer, campagne ? Alors, je suis montagne parce que j'ai épousé une montagnarde et je suis mer parce que je suis vendéen d'adoption. Donc nous allons essayer de concilier, comme tous les ans, ces deux magnifiques aspects du territoire national. Vous avez national. le temps, là, malgré la campagne qui s'accélère Je vais le prendre parce que, d'abord, il n'est pas raisonnable de ne pas se reposer et j'en ai grand besoin, comme tous les Français d'ailleurs, je crois. Mais ce sera raisonnable comme à chaque fois et ce sera certainement assez dense en termes d'occupation. Quand on est être en vacances, ça consiste à faire des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. Ça ne consiste pas à ne rien faire. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, menace d'augmenter le prix du pass Navigo. Le pass à 70 € a été mis en place par Jean-Paul Huchot à la rentrée 2015. Aujourd'hui, Valérie Pécresse affirme que la région est dans une impasse budgétaire et demande au gouvernement de mettre la main à la poche. Un pass Navigo à tarif unique et au prix accessible à 70 €. Est-ce qu'il faut se battre pour le conserver ou alors vous comprenez la position de Valérie Pécresse ? Le problème, c'est que la politique budgétaire du gouvernement place toutes les collectivités territoriales sans exception dans cette impasse budgétaire. C'est vrai pour toutes les communes, c'est vrai pour la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire que je préside, et nous sommes tous confrontés à ce dilemme qui est très difficile. Soit effectivement nous augmentons, soit effectivement nous augmentons de manière significative les impôts et nous ne voulons pas, soit nous augmentons les tarifs d'un certain nombre de prestations. Je comprends que Madame Pécresse souhaite effectivement financer un peu mieux ce pass Navigo. C'est malheureux parce qu'à 70 €, c'était quand même extrêmement attractif. À la rentrée, dans les nouveaux manuels scolaires, les collégiens pourront découvrir des extraits d'Harry Potter ou encore d'Hunger Games aux côtés des classiques habituels. Cette modernisation, est-ce une bonne chose selon vous ? Tout dépend de la qualité littéraire de ce qu'on leur propose. Ça n'est pas parce que c'est moderne et apprécié par les enfants que pour autant c'est susceptible de leur faire apprendre comme il le faudrait la littérature et les lettres et la maîtrise de la langue. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des œuvres classiques qui sont mal écrites et je tiens Frédéric Dard, l'auteur de San Antonio, pour une des plus belles plumes du XXe siècle. Donc vous voyez que ça n'est pas lié au genre littéraire,
C'est lié à la qualité des textes qu'on étudie. Pour un dîner, vous êtes plutôt Gérard Larcher, sénateur, président du Sénat, ou Christine Boutin, ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate? Alors, les vous devez deux- faire un choix, vous n'avez pas le choix. Non, Justement, vous n'avez pas le choix, vous devez faire un choix. C'est très difficile parce que sous le rapport de la table, en tout cas, les deux se tiennent très correctement. Donc s'il y a un choix à faire, je commencerai, galanterie oblige, par Madame Boutin, et je terminerai par Gérard Larcher. Mais les deux sont amateurs de très bonne chair, de bon vin. Ils sont très français et très terroir comme je le suis moi-même, donc le choix sera cornélien, cher monsieur. Une dernière question. Le Chili vient d'interdire les Kinder Surprise et les cadeaux dans les menus Happy Meal de McDonald's. L'objectif, lutter contre le surpoids des enfants dans le pays. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? Je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire pour lutter contre ce fléau, parce qu'effectivement, les ajouts de sucre qui sont effectués par ces entreprises pour accroître la dépendance des enfants à ces nourritures est un scandale sanitaire et un scandale économique. Le Chili a trouvé cette mesure-là. Écoutez, on va voir comment ça marche, mais le principe ne me choque pas. L'hebdo politique. Premier thème de cet hebdo politique, on va parler de vous, Jean-Frédéric Poisson. C'est la deuxième fois que vous venez dans cette émission. Vous êtes député de la 10e circonscription des Yvelines, engagé en politique depuis le milieu des années 90, je le disais. Avant, vous étiez notamment dans la métallurgie. Vous avez également été directeur d'une MJC pendant 19 ans. Quel était votre rapport à l'époque à la politique? Est-ce que vous étiez déjà, mine de rien, engagé, encarté, ou alors c'était loin de vous? Alors j'ai été président d'une maison des jeunes à l'âge de 19 ans. Pas pendant 19 ans. Non, pas pendant 7 ans. Erreur de lecture alors, oui, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Non, je suis très fier de ce passé d'engagement socio-culturel dans une maison des jeunes. J'habitais à l'époque les banlieues nord de Paris, à Villeneuve-la-Garenne, où j'ai passé une douzaine d'années de ma vie, dans les HLM qui sont situés derrière la mairie de cette commune. Et je n'avais pas, en étant jeune, et jusqu'en 1994-15, c'est ça, d'idée de m'engager dans la cité. J'étais parti pour faire une carrière industrielle. J'étais très très heureux de mon métier de DRH d'une entreprise de métallurgie. J'ai toujours travaillé au fond comme enseignant, comme directeur de colonie de vacances, comme responsable de maison des jeunes, et maintenant même encore comme responsable politique au fond. Toujours été attentif à essayer d'améliorer le sort de mes contemporains. Je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire dans ces différentes activités, mais la politique est venue tardivement. Qu'est-ce qui a fait justement c'est une rencontre? Oui, c'est la rencontre avec Madame Boutin à la sortie d'une conférence un jour. Elle traitait de sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé à l'université comme philosophe, c'est-à-dire les questions du statut de la vie et de la nature de la personne humaine. Et voilà, nous nous sommes rencontrés ce jour-là, et puis c'est une coopération qui devait durer quelques semaines et vous qui étiez a duré déjà 10 ans. Un citoyen de droite, ou alors vos... Oui, je pense que on peut dire ça comme ça, même si par ailleurs le fait que j'ai été enfant, le fils du seul chômeur du village, à l'époque où il n'y avait pas de chômage de masse, que j'ai été un peu écarté d'un certain nombre de groupes d'amis, parce que à l'époque un chômeur c'était un feignant, un fraudeur, un bon à rien, ou tout ça à la fois. Ça a beaucoup marqué mes choix personnels. J'ai vécu comme le fils aîné d'une famille de 4 cette fragilité sociale. J'ai traversé des choses que les enfants qui ont cet âge-là ne devraient pas avoir à connaître en réalité. Et ça m'a donné une lecture de la fragilité sociale qui a fait de moi, aussi un homme très attentif à toutes les faiblesses, quelle que soit leur expression, et la nécessité de leur venir en aide. Donc je suis résolument un conservateur sur le plan des sujets de société, comme on dit. Je suis un chrétien social sur le plan de la vision économique. Je suis très sensible à ce que vient de dire le pape François en matière d'écologie. Et je suis un affreux gauchiste pour un certain nombre de mes collègues du groupe des Républicains de l'Assemblée, parce que, même si c'est difficile à dire par les temps qui courent, je reconnais aux syndicats une place dans le dialogue social. Je veux que les branches professionnelles, les conventions collectives soient efficaces, et je ne partage pas la lecture libérale de l'économie qu'un certain nombre de mes collègues peuvent porter. On aura l'occasion d'en reparler. Pour revenir sur votre parcours, vous évoluez ensuite adjoint au maire, député, président d'un parti politique, et aujourd'hui candidat à la présidentielle. Ça fait plutôt un beau parcours en l'espace de 20 ans. Est-ce que c'était une ambition dès que vous êtes engagé en politique, ou alors est-ce que quand vous avez commencé en politique, vous êtes dit si j'y vais c'est pas pour rien, entre guillemets, ou alors tout ça est venu un peu avec le fruit du hasard? Le hasard, je crois pas au hasard. Je crois à la capacité d'être disponible aux événements tels qu'ils se présentent, et à savoir quand les opportunités sont fournies, si on les prend ou si on ne les prend pas.
J'avais absolument pas l'ambition d'être un jour candidat à une élection primaire, certainement pas il y a 20 ans, puisque la notion de primaire en France en plus n'existait pas, donc Mais c'est nouveau. c'était réglé, c'est assez nouveau. Non, j'ai toujours eu en revanche la volonté de m'investir pleinement dans les choses que je fais, quelles qu'elles soient. Quand je suis rentré à l'université, je me suis dit, voilà, je vais aller là où mes pas me porteront. Je suis devenu docteur de l'université une quinzaine d'années après être sorti de... Vous avez repris vos études. J'ai repris des études pour terminer cette thèse de doctorat. Je suis retourné d'ailleurs à l'université il n'y a pas très longtemps à Saint-Quentin pour passer un master de droit cette fois-ci. Donc je fais les choses à fond, pleinement. Voilà, la manière de défendre mes convictions, je les ai trouvées dans ces différentes opportunités, dans cette succession. Donc j'y suis, mais ça n'était pas une volonté de ma part au point de départ. Vous êtes à fond, vous le dites, vous êtes ambitieux. Les sondages, même si on est encore loin de la primaire, c'est dans 5 mois, vous créditent de 1 ou 2%. Est-ce que vous croyez réellement à la victoire, ou alors pour vous, ce qui compte, c'est de peser le plus possible dans les débats pour une victoire éventuelle de la droite et puis aussi pour votre parti? On entre dans une élection avec la volonté de la gagner, de tout faire pour. De la même manière que je suis certain que toutes les équipes qui jouent en ce moment, les 24 équipes qui jouent l'Euro de football, sont venues en France avec l'idée, évidemment, de remporter les matchs qu'elles avaient à remporter. On verra bien comment les choses tournent, je vous le redis. En ce moment, les résultats électoraux dans tous les pays sont extrêmement surprenants. J'ai oublié de mentionner l'Espagne et la Grèce encore à la liste qu'on évoquait tout à l'heure ensemble. Nous verrons bien ce que ça donne. En tout état de cause, les primaires de la droite et du centre doivent fournir au moins la possibilité à toutes les sensibilités des électorats de la droite et du centre de s'exprimer pleinement. C'est le sens de ma présence dans cette campagne primaire. Alors rappelons qu'aujourd'hui, en qualité de président du Parti chrétien-démocrate, vous êtes le seul candidat assuré d'être à la primaire. Forcément, c'est un avantage pour vous quelque part. Est-ce que vous avez le sentiment d'être au-dessus de la mêlée pour l'instant, de voir tout le monde un peu se chamailler, et puis vous êtes serein, déjà en campagne? Déjà en campagne, bien sûr, oui. Ils continueront, quoi qu'il arrive, à se chamailler, même si, une fois que la liste aura été déposée, malheureusement... non, je ne suis pas du tout au-dessus de la mêlée, je suis engagé dans ce combat comme mes camarades de jeu le sont. Simplement, j'y porte un peu plus serein peut-être. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir les parrainages. Non, je n'ai pas besoin de ce filtre-là, effectivement. Vous les auriez eu, vous pensez d'ailleurs, si jamais... C'est difficile à dire, vous savez, l'exercice est compliqué, mais ce qui est certain, c'est que si j'avais souhaité présenter la candidature du Parti chrétien-démocrate à l'élection présidentielle, j'aurais eu les 500 signatures de maire, et donc j'aurais pu être candidat à l'élection présidentielle. Et au fond, c'est ça qui compte. Je fais ce choix de partir à l'élection primaire parce que je veux que les formations politiques de la droite et du centre, malgré leurs défauts, et elles en ont beaucoup, j'en préside une, donc je ne suis pas exempt de ce reproche, malgré leurs défauts, ces formations sont les seules en mesure de redresser le pays à partir de 2017, et je ne voulais pas prendre le risque d'handicaper ces formations en me présentant à la présidentielle. Donc nous avons fait le choix de partir à la primaire. Aujourd'hui, il y a 12 candidats qui souhaitent être élus à la primaire. On verra si 12 d'entre eux vont pouvoir se présenter. Sûrement pas. Un 13e qui va arriver forcément avec Nicolas Sarkozy. 13 candidats, potentiellement. Est-ce que c'est bon pour le débat démocratique? Non, ou franchement, ça donne une image un peu d'une équipe de foot avec des égos ça fait surdimensionnés. Ça fait même trop pour une équipe de foot. Et oui, ça fait même trop. Il y a même les remplaçants maintenant. C'est pas tout à fait assez pour une équipe de rugby à 15-100 ans. Non, nous ne serons pas 13 à la fin du compte, nous serons 6. Peut-être 7. Alors pourquoi il y a 13 personnes qui se positionnent? C'est quoi? C'est pour ça fait bien dans les médias, ça fait buzzer, ça fait parler. Non, on montre à ces électeurs de la circonscription qu'on est là. Je veux pas. Mais les collègues qui se présentent ont suffisamment de surface localement par ailleurs pour pas avoir besoin de rappeler à leurs électeurs qu'ils sont présents, vous savez. Ce sont des personnalités qui sont nationalement connues. Enfin bon, ils n'ont pas besoin de ça pour leur campagne législative. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. Non, je pense surtout que tout le monde considère que dans cet espace d'expression qui est fourni par la campagne primaire, chacun a un discours légitime à porter. Il y a quelques différences entre nous, entre eux principalement, les candidats des Républicains, quelques nuances. Moi, je porte un discours qui est assez radicalement différent de ce qui est porté très majoritairement par les Républicains, mais je pense qu'au-delà de ça, ça manifeste une absence de leadership de la droite d'aujourd'hui. Oui, parce que la droite a été historiquement habituée à avoir un chef naturel. C'est ça. Et en fait, nous sommes sortis de ce phénomène. Alors, est-ce que c'est l'évolution de la société? Sans doute pour une part. Nous avons fait le choix
d'adopter le système de désignation que la gauche elle-même socialiste avait adopté il y a maintenant 9 ans. Vous la primaire, vous êtes initialement pour? Non, je suis pas. Schéma qui vous... Je suis pas favorable parce que, je suis pas favorable. Vous disiez, c'est un peu l'évolution aujourd'hui. On a l'impression que les gens sont demandeurs de ce type de choses. Je suis pas si certain que ça en réalité. D'ailleurs, s'ils étaient massivement demandeurs, ils viendraient à davantage que 2 millions de lecteurs sur 46 millions. Ce qui est quand même une proportion alors conséquente, certes, mais enfin encore très minoritaire. Peut-être que ça rentre dans les habitudes des gens. Oui, mais vous n'aurez jamais... 23 millions dans tous les systèmes de primaire, vous savez, la totalité des personnes concernées ne viennent pas parce que ce ne sont pas de vraies élections d'une certaine façon. En tout cas, elles ne sont pas dans la culture française. Les institutions françaises consistent en particulier sur l'élection présidentielle, dans la rencontre d'une personnalité avec le peuple français. Ça se fait à l'occasion des 2 tours de la présidentielle. Nous sommes le seul pays au monde à avoir une élection présidentielle à 2 tours, ou à peu près. En tout cas, nous l'avons été pendant très longtemps. C'est inscrit dans notre culture. La primaire en France, c'est le premier tour des présidentielles. Nous avons voulu changer ce système pour nous assurer, d'ailleurs la gauche comme nous, pour nous assurer d'avoir un candidat au second tour après les affres du 21 avril 2002 qui avait privé le candidat socialiste d'une présence au 2e tour des présidentielles. Vous dites qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une élection à 4 tours. C'est une élection à 4 tours. Et qui risque d'user le candidat et puis aussi lasser éventuellement les gens. Certainement. C'est d'ailleurs ce qu'on commence à voir avec la candidature d'Alain Juppé, qui commence à décrocher parce qu'il est en campagne depuis très longtemps. De mon point de vue, beaucoup trop longtemps, mais c'est pas moi qui fais sa stratégie, ça c'est la sienne. Et je pense qu'en tout cas, la primaire, elle installera un candidat qui sortira des urnes de ces 2 tours de scrutin, bien sûr, le 27 novembre prochain. Je ne pense pas qu'elle réglera à elle seule le problème du leadership ou de la désignation du chef, qui est le problème que nous avons à droite. Vous avez répondu à ma prochaine question. Est-ce que vous pensez les candidats qui vont se présenter capables de se réunir le soir du 27 novembre derrière un candidat, même si vous vous y engagez selon... C'est indispensable. Mais vous y croyez? C'est pas d'y croire, c'est de le faire. C'est pas que je crois, c'est que je veux. Parce que vous-même, vous avez déclaré dans certaines interviews que vous vous sentiez plus proche d'autres personnalités politiques qui ne faisaient pas partie des Républicains. Je pense à Marion Maréchal Le Pen que par exemple à NKM ou à... Mais c'est la vérité. Ou à Alain Juppé. Ce qui veut dire que si c'est Alain Juppé qui est élu le favori des sondages... Non, je jouerai le jeu. Je n'ai qu'une parole. Je suis réputé pour être un homme d'honneur et pas un menteur. Et ça se vérifiera cette fois-ci encore. Cela étant dit... Je fais observer à tous mes concurrents et en même temps à l'ensemble des Français, ceux que ça intéresse en tout cas, la charte des primaires prévoit des obligations de ceux qui ne la gagnent pas. Il n'y a pas une ligne sur les obligations de celui qui la gagne. Il y a là un déséquilibre. Il faudrait trouver des points en commun chez tous les candidats et puis se dire cela, on ne pourra pas revenir dessus. C'est indispensable. De toute façon, vous ne pouvez pas prétendre quand vous êtes désigné par 2,5 millions, peut-être 3 millions d'électeurs, à 55%, porter un projet qui fait, qui donne le centre de gravité de l'électorat que vous êtes censé représenter. Quelles obligations vous aimeriez, vous, particulièrement voir appliquées par le candidat vainqueur, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre L'obligation d'un travail en commun, l'obligation d'une prise en compte des préoccupations les plus importantes des autres candidats, telles qu'elles ont été manifestées pendant la campagne, et surtout la constitution d'un collectif, parce que je sais bien, et je revendique cela, les institutions de la Ve République et la Constitution française donnent au chef de l'État une position qui est potentiellement, en tout cas, solitaire au-dessus de la mêlée, enfin solitaire, en tout cas au-dessus de la mêlée et qui exerce une autorité. On voit exactement le contraire en ce moment avec le président socialiste, mais c'est un avatar de l'histoire. Tout ça va s'arrêter, j'espère, le plus vite possible. En attendant, nos institutions disent ça. Pour qu'on arrive à ça, en 2017, il faut que celui qui sera désigné par nos électeurs s'engage d'abord à rassembler l'ensemble de la famille, et on rassemble l'ensemble de la famille en écoutant tout le monde, en intégrant le plus possible des propositions qui ont été portées par les uns et les autres, en dégageant des priorités communes, et en faisant un travail de gouvernance qui jusqu'ici n'a pas été fait dans notre camp parce que l'occasion ne s'en est finalement jamais présentée. Donc c'est une nouveauté qu'il va falloir apprendre tous ensemble. J'évoquais Alain Juppé, le favori pour l'instant des sondages. On voit que ça évolue tout doucement en ce moment. Quoi qu'il arrive, vous avez déclaré dans une tribune à un magazine la victoire de Juppé serait une très mauvaise chose pour la droite et pour la France. C'est quand même puissant comme phrase, c'est pas anodin. Non, en tout cas, ce que j'entends d'Alain Juppé aujourd'hui, c'est-à-dire... une espèce d'immobilité, une forme de naïveté à l'égard de l'islam radical, une volonté de renforcer les liens fédéralistes en Europe. Une forme de Hollande de droite un petit peu. Ah oui, je ne sens pas, si vous voulez, une énergie réformatrice très vivace.
Et je pense même qu'il y a un certain nombre de trous dans la toile du projet d'Alain Juppé qui seront des manques objectifs pour le pays. Donc effectivement, je ne souhaite pas, je le redis, je ne souhaite pas qu'il gagne la campagne primaire, parce que je ne suis pas d'accord avec le fond du projet. Maintenant, s'il la gagne, nous devrons bien trouver les moyens de redresser le pays ensemble. Votre combat à vous, dans cette primaire, c'est de libérer la France de mai 68. C'est ce qu'on peut lire sur votre site internet, dans vos déclarations. Très rapidement, avant de faire une pause musicale, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? On aura l'occasion de l'évoquer plus précisément après la pause. Mai 68 reposait sur 2 convictions. La première, c'est que la liberté individuelle ne doit pas avoir de limite. Et la deuxième, c'est que toute autorité est contestable dans son principe. Et en réalité, la France vit avec ces 2 principes dans l'esprit, de manière un peu collective, quasiment sans discontinuer depuis maintenant une 50aine d'années ou à peu près. Ça a fait énormément de mal au pays. Et en réalité, nous sommes en train de nous rendre compte que l'affirmation de l'autonomie individuelle sans limite est néfaste pour le corps social et que le corps social a besoin d'une autorité. C'est donc ça dans fait ce double 50 ans sens que la France va mal, selon vous, du coup ? Ah, ça fait un moment que ça dure, oui, parce que vous savez, le chômage de masse apparaît en 1977, donc ça fait 41 ans, 100 ans, mais le temps que cette révolution, entre guillemets, produise ses effets, c'en a été une, mai 68 sous certains rapports. Oui, ça fait un très très long moment que nous connaissons un certain nombre de crises majeures qui ruinent notre pays encore aujourd'hui. Jean-Frédéric Poisson, on fait une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer votre projet pour la France. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate et candidat officiel à la primaire de la droite et du centre. On va aborder avec vous votre programme maintenant. On le disait avant la pause, vous allez libérer la France de mai 68, en tout cas c'est votre souhait. Et pour ça, votre priorité à vous, la première des priorités, c'est protéger la famille et la valeur de la vie humaine. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui qu'en 2016, la famille est en danger et que la valeur de la vie humaine n'existe plus, en tout cas à minima? Les deux sont très fragilisés. La famille est très fragilisée parce que tout est fait pour lui retirer ses moyens d'intervention et de décision. Je pense aux politiques fiscales, par exemple, qui ont été mises en œuvre. Tout est fait pour fragiliser son autorité ou l'autorité des parents. Je pense, Comment ça je pense par exemple à la loi dite de refondation de l'école de Vincent Payon, que le Parlement a adoptée il y a 3 ans, et on trouve un article dans cette loi qui dit que l'éducation nationale et les parents sont co-éducateurs des enfants. Non, les parents sont éducateurs des enfants, ils les confient à l'éducation nationale pour un temps. Et donc, je crois que la famille doit être restaurée dans ses moyens, dans son autorité. Elle doit devenir le premier point de préoccupation des politiques publiques. On s'occupe des crapauds, des lapins, des alouettes et des libellules à chaque fois qu'on construit une bretelle d'autoroute, qu'on fait monter un immeuble ou qu'on change un réverbère. Il y a des impacts, des études d'impact sur l'environnement, etc. Et des cours d'eau, parfait. Et bien qu'on fasse aujourd'hui, la priorité, c'est souvent le chômage. Qu'on fasse la même chose avec les familles. Les candidats évoquent souvent le chômage en priorité absolue. Oui, mais je ne prétends pas que le chômage ne soit pas évidemment une chose importante et marquante dans la société actuelle. Je prétends simplement que si jamais nous ne travaillons pas à reconstituer un peuple solidaire d'un côté et à rétablir l'autorité de l'État dans toute sa force de protection, alors vous pourrez faire toutes les réformes que vous voulez, elles ne serviront à rien. Et je prétends que on commence par retisser les liens de solidarité dans le peuple en donnant crédit aux Français. Ils le font d'ailleurs très, très, malgré les difficultés qu'on rencontre, en remettant la famille au centre des politiques publiques et au cœur du jeu en matière de politique sociale. Alors, dans votre politique familiale, l'un de vos objectifs, c'est de faire baisser le nombre d'avortements. Aujourd'hui, c'est environ 230 000 qui sont pratiqués en France. Est-ce que vous avez ciblé un chiffre? Est-ce que à terme, c'est aussi revenir sur l'avortement? Il faut tirer toutes les conséquences de ce que j'entends régulièrement, et en particulier la dernière fois que nous avons eu ce débat à l'Assemblée nationale, c'était il y a environ 2 ans. L'avortement est à la fois un drame personnel pour les femmes qui le vivent, c'est un drame tout aussi difficile à vivre pour l'entourage des femmes qui le traversent, c'est le signe d'un échec collectif retentissant, et la société française pour l'instant ne sait pas faire autre chose que de proposer aux femmes enceintes qui sont dans le désarroi parce que l'enfant qu'elles portent n'est pas attendu, elles imaginent ne pas avoir les moyens de l'élever, elles ne savent pas comment elles vont pouvoir se débrouiller. Et quand on a 16 ans, quand on est au collège et qu'on attend un enfant, je comprends
qu'on se projette dans l'existence avec une difficulté absolument terrible. La seule réponse qui est donnée à toutes ces situations, je ne parle pas des pressions qui sont faites par l'employeur, par le conjoint, etc., parce que tout ça existe, il y a donc une brutalité autour de tout cela qu'il faut arriver à assouplir ou à diminuer. Au moins que celles qui souhaitent, malgré ces difficultés, garder leur enfant, se voient proposer des moyens de le faire et que les autres qui choisiraient, malgré tout cela, de mettre fin à la vie de leur bébé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La loi l'autorise. C'est dommage, c'est extrêmement dommage parce que moi, je suis opposé au principe même de mettre fin à la vie d'une personne humaine, quelles que soient les circonstances. Donc c'est la raison pour laquelle... C'est que vous porterez le projet concrètement si vous êtes élu président de la République ? Non, je pense que l'état de la société française... L'état de la société française, non, ne le permet pas. Je connais le résultat d'avance de ce référendum parce que la population française est encore attachée à ce qu'elle considère comme une liberté. C'est pas la peine d'allumer des incendies quand ça n'a pas d'utilité. Je pense en revanche que beaucoup des femmes qui traversent cette réalité extrêmement douloureuse auraient certainement voulu entendre un autre discours que celui simplement qui leur disait écoutez, il n'y a qu'une solution, c'est de mettre la fin à la vie de votre bébé. Il y a d'autres possibilités. En tout cas, vous souhaitez revenir sur le mariage pour tous. Ça, c'est sûr. Si vous êtes élu président, vous abrogez la loi. Pareil, de quelle manière Je demanderai au Parlement de l'abroger, ou alors je solliciterai les Français par référendum. Les deux voies sont possibles. On verra à ce moment-là ce que le Premier ministre proposerait. Qui serait votre Premier ministre ? Je ne sais pas, monsieur. Ça dépendra de beaucoup d'éléments que personne ne maîtrise, mais en tout cas, les conséquences que la légalisation du mariage pour tous a en ce moment sur, en particulier les mères porteuses et la facilitation du recours aux mères porteuses justifient à elle seule le fait qu'on supprime cette loi. On va en parler justement, mais vous disiez les Français ne sont pas forcément prêts pour revenir sur l'IVG, ce qui paraît évident. Est-ce que les Français sont prêts pour revenir sur le mariage pour tous ? Écoutez, les dernières enquêtes que j'ai lues sur le sujet, alors il faut toujours prendre des enquêtes avec ça concernait les gens qui supposeraient voter pour la primaire, 70% d'entre eux voudraient revenir totalement ou partiellement. Voilà, exactement, vous l'avez dit à ma place, donc le seul étalonnage dont je dispose jusqu'ici, c'est celui-ci. Ensuite, je pense qu'il faut, une fois qu'on explique aux Français quelles sont les conséquences de la légalisation du mariage homosexuel, et tout ça n'a rien à voir avec le refus de l'amour, ou je ne sais pas quel argument à la noix comme ça. Non, les conséquences de ce mariage sont néfastes pour la société française. Donc dans ces cas-là, néfastes pourquoi ? Vous pensez à la gestation pour autrui ? Oui, je pense à la filiation. Je pense que il y a d'abord on peut refaire le débat ici si vous voulez, mais aujourd'hui elle n'est pas autorisée en France. Qu'est-ce que vous craignez concrètement ? Mais je crains ce que j'ai moi-même expérimenté cette semaine, c'est-à-dire que si vous allez sur un site qui s'appelle Canadian Medical Care, vous faites un numéro de téléphone. Vous avez saisi la justice ? J'ai saisi le procureur de la République, absolument, de Versailles. Vous faites un numéro de téléphone et on vous propose pour 25 700 € un bébé n'importe où dans le monde. Ça c'est au Canada, mais en France en tout cas légalement la loi interdit. Vous appelez depuis la France avec un numéro de téléphone français. Il a fallu que je saisisse le procureur pour comprendre ce que c'est que ce numéro de téléphone qu'il a attribué en connaissance de cause. Enfin, voilà ce qui se passe. Alors que la loi interdise formellement, oui, elle l'interdit, sauf que les pouvoirs publics ne font rien pour qu'elle soit appliquée. Donc en réalité, nous sommes dans un régime de tolérance à peu près maximale sur ce sujet. Deuxième priorité pour vous, recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes et libérer l'école. Concrètement, recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes, c'est quoi ? C'est moins de fonctionnaires, moins d'État ? C'est l'objectif ? C'est moins d'État là où il n'y en a pas besoin et plus d'État là où il y en a besoin. Alors là où il y en a besoin, j'imagine, la défense ? Défense, sécurité, justice, un certain nombre de fonctions de contrôle et certaines politiques industrielles que seul l'État est susceptible de porter. Par exemple, il est clair que la couverture numérique du territoire ne peut pas se faire sans le recours à des appuis d'État massifs. Il est clair que les dimensions de recherche biotechnologique ou de lutte contre les entreprises américaines du numérique, parce qu'ils sont en train de nous pomper le sang quand même, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, sont en train de nous piquer un certain nombre d'éléments économiques, d'espionnage, bref. Donc tout ça doit être conduit par l'État. On doit investir dans la justice ce qu'il faut pour que les Français retrouvent confiance dans l'appareil judiciaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et en particulier dans le fait qu'il vaut mieux dans certains cas on est mieux traité quand on est un malfrat que quand on respecte la loi. Ce qui est quand même paradoxal, et ça contribue beaucoup, je crois, à la désagrégation du corps social, car quand vous n'avez plus confiance dans le fait qu'il vaut mieux respecter la loi que de ne pas la respecter, eh bien le tissu social se délite. Et on voit bien que la jalousie, le sentiment d'injustice, le refus du sentiment d'impunité, tout ça sont des cancers pour la vie sociale.
Et donc il faut régler ça évidemment rapidement. Et puis enfin, il y a tout ce qui touche à l'appareil de protection, de sûreté, de défense, je veux dire, policiers, douaniers, gendarmes, et puis l'armée. Il y a un énorme effort de défense, d'équipement et de recrutement à faire dans l'armée. Plus pour la justice, plus pour la défense, mais beaucoup moins pour la culture. Si on lit votre programme, vous êtes pour la suppression du ministère de la Culture. Bah oui, ça ne sert à rien. C'est un ministère qui ne sert à rien. En tout cas, nous, à la radio, ça nous sert un petit peu. Non, ce qui vous sert, c'est d'avoir des subventions de l'État. C'est très différent. C'est la raison pour laquelle je pense que, premièrement, ce n'est pas à l'État d'avoir une politique culturelle, mais sans doute aux régions. Dans un pays comme la France, c'est pas l'État d'avoir une politique culturelle. L'État doit avoir une politique patrimoniale. Moi, je n'aime pas la notion de culture officielle. Je n'aime pas la manière dont les directeurs de théâtre subventionnés sont nommés. Je n'aime pas la manière dont les marchés d'art sont attribués dans un certain nombre de cas. J'ai d'ailleurs sous le coude un marché d'intervention sur lequel je vais faire un peu de bruit en saisissant le ministère de la Culture, car les conditions d'attribution sont visiblement de l'ordre du copinage. Je n'aime pas tout ça. Mais la privatisation, ça va être la même chose, ça va être du copinage en pire même. Non, pas en pire. Parce que là, il n'y aura plus de limites, plus de contrôle, plus de... Mais il n'y en a déjà pas, monsieur. Il n'y a déjà pas de limite et pas de contrôle. Vous n'allez pas en imposer en privatisant la... Mais je n'ai pas l'intention de privatiser la culture, et par ailleurs, de toute façon... la création culturelle ne s'est jamais aussi bien portée quand l'État ne s'en occupait pas. En tout cas, c'est ce que montre l'histoire de notre pays. Il n'y a pas eu de ministère de la Culture en France jusque dans les années 60. Ça n'a pas empêché la France d'être, pendant des siècles, un des phares de la culture du monde. Donc, effectivement, ce ministère ne sert à rien. Les régions feront parfaitement le travail d'animation avec les collectivités de la diffusion culturelle, en soutenant des radios comme les vôtres, par exemple, ou d'autres manifestations, que l'État s'occupe du patrimoine culturel, du patrimoine architectural, historique, des œuvres d'art qu'il faut protéger. Le reste, les Français sont assez grands pour s'en occuper tout seuls et à moindre frais. Pour l'école, vous voulez la libérer, concrètement, vous voulez donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement, aux équipes pédagogiques. Est-ce que là aussi les critiques vont sûrement arriver sur le côté inégalitaire de la chose? Dans certains quartiers, on peut avoir un chef d'établissement peut-être plus investi, une équipe pédagogique avec plus de moyens, puis dans d'autres, vous croyez pas que c'est déjà le cas? Mais est-ce que ça risque pas une nouvelle fois d'accentuer la chose? Vous n'avez pas le sentiment que... Alors que donner un cadre commun et obligatoire, on va dire... Il n'y a pas de cadre à l'école, ça permet... Il n'y a déjà plus de cadre commun. Quand vous voyez d'ailleurs et ça rappellera certainement quelques souvenirs aux auditeurs, puisque les parents sont en train de choisir pour certains d'entre eux les collèges ou les écoles primaires ou les lycées dans lesquels leurs enfants iront à la rentrée scolaire prochaine, c'est la période. L'énergie qu'un certain nombre d'entre eux mettent à ne pas à tout prix envoyer leurs enfants dans telle ou telle école parce qu'ils savent qu'il manque tout le temps des professeurs, que les équipes sont pas au point, que les locaux sont pas bons, etc. En quoi votre proposition à vous va permettre de lutter contre ça? D'abord parce que je crois dans la responsabilité de ceux qui encadrent. Et donc je veux que quand on est directeur d'école, eh bien on la dirige pour de vrai. Et aujourd'hui, malheureusement, les directeurs d'école n'ont pas les moyens de diriger pour de vrai leurs établissements. Deuxièmement, y compris d'ailleurs la constitution des équipes pédagogiques. Quitte à avoir des politiques finalement pédagogiques différentes mais selon là où on est. Mais c'est déjà le cas. On va créer des Français finalement différents, des futurs Français différents, des futurs citoyens différents. Mais c'est déjà le cas, ça existe déjà. Ce que je demande, c'est qu'on arrête la tricherie. Et que, puisqu'on assume le fait que, il y ait des inégalités importante d'un établissement à l'autre, eh bien qu'on le manifeste et qu'on laisse au moins aux directeurs la possibilité de déployer tout leur talent et toute leur énergie. Au contraire, pour contrer ces inégalités, vous ne pensez quand même pas que les enseignants qui subissent ça sont satisfaits de ce dispositif. Et donc moi je plaide pour que le carcan d'éducation nationale qui s'exprime parfois dans beaucoup de contraintes et qui empêche ces équipes de faire les choses comme elles le voudraient davantage, dans l'intérêt de l'enfant. Je ne peux pas croire que les enseignants ne soient pas là dans l'intérêt des enfants. Évidemment qu'ils le sont et qu'ils ont choisi ce métier pour ça, mais qu'on leur donne toutes les conditions pour le faire. Donc je plaide effectivement pour une plus grande autonomie des établissements. Il y aura un cadre pédagogique quand même. Je plaide pour que l'évaluation des établissements se fasse de manière ouverte et que les parents sachent comment fonctionnent les écoles dans lesquelles ils vont mettre leurs enfants et qu'en règle générale, on fasse de l'éducation nationale un système qui soit moins opaque et plus différencié. On va évoquer maintenant l'islam, puisque ça fait partie de vos priorités, le rapport que vous avez avec l'islam et que la France pourrait avoir avec l'islam si vous êtes élu président. Et dans votre programme, vous marquez aujourd'hui un soupçon pèse sur la capacité des musulmans de France à vivre dans le cadre de la loi en paix. Là aussi, en termes d'apaisement, on n'est pas au maximum de ce qui existe en termes de déclaration. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a un problème avec l'islam en France. Mais bien sûr. Avec l'islam radical ou avec l'islam. Non, il y a un problème. Il y a un problème de coexistence pacifique avec l'islam radical, c'est clair.
Mais et ça, je pense que tout le monde vous rejoint. Mais bien entendu, mais il y a un problème philosophique avec l'islam. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être musulman en France. Non, je vous parle de l'islam. Et je sais bien, parce que j'ai grandi encore une fois dans une banlieue de Paris où plus d'un tiers des élèves de ma classe étaient algériens ou enfants d'Algériens. Il y avait quasiment que des Algériens là où j'étais, parce que l'histoire s'est faite comme ça. Donc je sais très bien ce que je suis en train de dire. Je vois tous les efforts que ces familles ont fait à l'époque pour s'intégrer dans le mode de vie français, même si par ailleurs ils ont conservé, ce qui est de leur droit le plus strict, beaucoup d'aspects qui venaient de leur culture et de leur histoire, très bien. Je dis simplement que quand vous interrogez l'islam sur la question de la liberté de culte, vous ne trouvez pas. Quand vous interrogez l'islam sur la question de l'égalité pleine et entière de droits entre les femmes et les hommes, vous ne la trouvez pas. Quand vous interrogez l'islam sur la question de la fraternité universelle, vous ne la trouvez pas. Et quand vous interrogez l'islam sur le point de savoir si le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont séparés, vous ne la trouvez pas. C'est la question de la laïcité. Du coup, on fait quoi avec l'islam qui existe en France ? Eh bien, on dit aux musulmans, vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec les gens qui croient qu'Allah est grand, que Mahomet est son prophète, qu'il faut jeûner pendant le ramadan, qu'il faut faire l'aumône, qu'il faut faire le pèlerinage une fois dans sa vie, et qu'il faut prier 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque. Ça ne me pose pas de problème. Je commence à avoir un problème lorsque les personnes qui croient ça prétendent imposer un ordre politique et un ordre de droit. Ça, c'est une minorité de personnes aujourd'hui. C'est une ultra-minorité de musulmans. La majorité des musulmans ne place pas la religion au-dessus de l'État. Alors, la manière dont j'entends que... Tout le monde porterait le voile à l'école sans respecter la loi. Manière dont j'entends que, effectivement, les associations cultuelles soient constituées pour porter les mosquées. La manière dont je souhaite interdire les prêches en langue étrangère dans les dites mosquées, la manière dont j'entends que les écoles dites coraniques soient constituées comme des établissements cultuels et donc considérées comme des lieux de culte, et la façon dont je veux que soient interdits les financements étrangers pour constituer des lieux de culte, tout cela ne gênera donc pas la majorité des musulmans en France. En tout cas, lorsque je fais part de ces intentions au docteur Tayeb, qui est le grand cheikh de la mosquée d'Al-Azhar et de l'université d'Al-Azhar au Caire, que j'ai rencontré en tête-à-tête il y a quelques semaines à Paris pendant 1 heure, lorsque je lui dis ça, le pape des sunnites, si je peux dire les choses ainsi, ne s'en émeut pas et n'est pas choqué. Vous pensez, je vais vous taquiner un petit peu, mais vous pensez qu'il y a des musulmans qui vont voter pour vous ? Ah, je sais qu'il y en aura. Parce que figurez-vous que quand je rencontre des responsables de la communauté musulmane, ça et là dans mes réunions publiques, un certain nombre d'entre eux, pas tous, un certain nombre d'entre eux viennent me voir à la fin en disant c'est la seule manière que nous avons de promouvoir en France de manière définitive un islam modéré. Vous seriez pour un parti musulman démocrate ? J'ai pas à l'être ou ne pas l'être. Ceux qui voudraient le fonder sont libres de le faire. À partir du moment où le droit français le permet, je constate simplement que dans la tradition chrétienne, il y a la laïcité. C'est même le christianisme qui a fait entrer dans l'histoire du monde la notion de laïcité, c'est-à-dire la séparation stricte du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Il faudra maintenant que les musulmans de France vivent avec cette notion de séparation qui est notre tradition. Avant de parler d'économie, je voudrais avoir votre avis aussi sur l'une de vos propositions, inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. Quelle est l'utilité d'une telle proposition ? Là aussi, à part peut-être cristalliser des tensions au sein de la société. Il n'y a pas de tension, la France est une société chrétienne. Mais on le sait, pourquoi l'inscrire dans la Constitution ? Justement, ça ne pose pas de problème de l'inscrire dans la Constitution. Parce que le sens qu'il faut donner aux valeurs sur lesquelles est fondée notre République est ce sens-là. Car je suis frappé par le fait que tout le monde a les valeurs de la République plein la bouche. À chaque fois qu'on ne sait plus quoi dire, on dit les valeurs de la République. Mais je mets au défi un très grand nombre de Français de dire précisément ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire, la source de ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, c'est le christianisme qu'il a donné à la France. C'est comme ça, c'est notre histoire. Et donc, pour dire que ce que nous entendons par ces mots, c'est l'universalité stricte de chacune de ces 3 valeurs. C'est le fait que personne ne peut en être exclu. C'est le fait que nous considérons la religion et sa place dans le corps social, mais dans une séparation absolue avec le pouvoir politique. Ça, c'est ce que ça veut dire quand c'est inscrit dans la Constitution. C'est l'interprétation chrétienne. Alors, il faut dire ce que c'est. Et il faut dire là encore, sans crispation.
encore une Et fois... ça risque pas justement de crisper les gens, puisque vous le disiez sur Mais les VG, pourquoi alors c'est pas forcément le moment, on sent que les gens sont pas prêts pour évoquer de tels sujets, même sur un référendum. Est-ce que vous pensez pas créer plus de tensions, plus de débats? Non, je n'ai pas, mais des débats de toute façon c'est bon les débats, mais trop de débats parfois deviennent peut-être certains... Quand on entre dans une campagne électorale, on y va aussi pour débattre, c'est jamais inutile de débattre, je crois pas ça, et je crois d'ailleurs que nous sommes dans une période pendant laquelle les Français ont besoin de se retrouver, ne savent plus très bien ni qui ils sont, ni ce qu'on attend d'eux sur la scène internationale, et on attend beaucoup de choses de la France sur le plan international, et en tout cas je suis certain d'une chose, c'est que tout ce que j'ai entendu en allant dans un très grand nombre de pays arabes et du Proche-Orient et d'Afrique du Nord depuis maintenant 2 ans, c'est une chose très simple, on ne peut pas demander le respect de ce que nous sommes si nous ne respectons pas nous-mêmes. Dire qui nous sommes, c'est à la fois dire également ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. C'est une manière de se respecter soi-même. Et j'entends que la France renoue avec le respect d'elle-même, à la fois dans sa manière d'enseigner sa propre langue et son histoire, et à la façon de dire, quelle est son identité, quelles sont ses racines, là où elle les puise. On arrive progressivement à la fin de cette émission. Deux thèmes encore pour évoquer. L'économie, quel est votre point de vue globalement sur l'économie? Quand on voit la loi travail, vous le disiez concrètement, vous êtes contre cette loi, vous aujourd'hui, vous êtes pour les accords de branche. Comment on lutte contre le chômage, puisque mine de rien c'est une priorité pour les Français aujourd'hui? Rapidement malheureusement. On lutte contre le chômage en laissant les entreprises faire ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire créer des richesses, et en commençant par prendre une disposition très simple, en mettant l'ensemble des normes qui s'appliquent aux entreprises au niveau des normes européennes. Nous avons voulu être le bon élève de la classe en surinterprétant, en ajoutant sans cesse des contraintes à des contraintes pour les entreprises françaises. Ne ferions moins de règles, ça, moins de lois, moins de règles et moins de lois, pas nécessairement dans l'articulation des relations entre les employeurs et les salariés, parce que je suis, pour l'avoir encore une fois vécu familialement, je sais ce que c'est que la brutalité du monde économique et le dégât humain que ça cause. Donc il faut faire très très attention à ça. Moins de bureaucratie alors. Mais en tout cas moins de bureaucratie et moins de technocratie, c'est certain. Et puis votre ambition pour l'environnement, l'écologie, quelle est-il, puisque c'est un enjeu majeur aujourd'hui, tout le monde le sait? Je pense que la prise de conscience de la responsabilité des hommes à l'égard de la société de consommation est un élément massif, et je crains que on prenne le problème à l'envers. Je comprends toutes les thématiques que je connais d'ailleurs aussi comme élu local de transition énergétique. Nous sommes d'ailleurs à Rambouillet très très engagés, comme dans beaucoup d'endroits, sur la mobilité électrique, les bornes de recharge, les véhicules autonomes, le covoiturage, enfin tout ce qui peut économiser des consommations d'énergie. Très bien, je pense que la clé, c'est le rapport entre l'homme et la consommation. Je pense que tant qu'on voudra continuer de manger des fraises en plein mois de janvier et faire venir du monde entier des légumes quand c'est pas la saison, pour prendre un exemple très concret, très quotidien, je pense que nous ne réglerons pas la question de l'écologie et de l'énergie. C'est les citoyens qui ont la clé et pas forcément les politiques. Les citoyens ont évidemment la clé, c'est comme souvent une affaire de comportement individuel. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Jean-Frédéric Poisson d'y avoir participé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes candidat officiel à la primaire de la droite et du centre, député de la 10e circonscription des Yvelines et président également du Parti chrétien démocrate. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique.